Limite-toi. Mais il n'était pas très Merci. âgé, hein. Il avait peut-être 16 ans, hein, ce Champollion. Donc, en fait, Ok, on t'écoute, on t'écoute. c'est un jeune homme de 16 ans qui est aujourd'hui en train de montrer à la baguette, comment, à des adultes en France qui sont des kémiques, comment avancer. Quelle honte. Aujourd'hui, c'est grâce à Champollion, un gamin de 16 ans, aujourd'hui, qu'on parle d'Égypte en parlant des Médounétais, des hiéroglyphes de la langue égyptienne. Je peux simplement dire que, effectivement, aujourd'hui, si même quand Cheikh Anta Diop, tout ce monde-là, il se réfère au travail de seulement de cet individu-là. Quand ils disent aujourd'hui qu'ils comprennent les hiéroglyphes, sans Champollion, pas de hiéroglyphes, pas de compréhension, difficulté à déchiffrer tout ce qui est écrit dans les chambres funéraires et toutes ces conneries-là. C'est ça qu'il faut que, justement, je voulais ajouter, en fait. Ok. Donc, tu veux me faire comprendre là, aujourd'hui, que les kémites se basent sur un petit blanc qui nous a déchiffré l'hiéroglyphe, aujourd'hui, qui est venu avec la doctrine du kémitisme, avec cette dame-là On que tu nous descend. as montré. Et c'est sur ça que les Africains dits kémites s'inspirent et qui nous relatent tous ces trucs-là aujourd'hui, c'est ça? Tout à fait. La langue égyptienne, surtout les hiéroglyphes, n'est compréhensible que grâce et exclusivement à Champollion. Parce qu'avant lui, il n'y a aucun Africain qui a fait un travail comme celui-là. Aucun. On n'en connaît aucun en tout cas. Il n'existe tout simplement pas. Donc, toute compréhension qu'on a des hiéroglyphes aujourd'hui, c'est uniquement et exclusivement grâce à Champollion. C'est lui. Voilà. Ok, bon, on a compris. On va dire, actuellement, il se base sur quel livre aujourd'hui, les kémites? Les Kémites se basent sur tout ce qui est en rapport à tout ce qui fait promotion de leurs idées. On va lire tous les livres de Cheikh Anta Diop, mais attention, ne pensez pas que quand disent qu'ils lisent des livres, ils les lisent vraiment. Beaucoup, en fait, retiennent les titres des livres pour effectivement pouvoir meubler les débats et dire qu'ils les ont lus sans les avoir lus. Beaucoup de gens vont vous citer les livres de Motunde, mais ils ne les ont jamais lus. Ils retiennent l'auteur, ils retiennent les titres, mais si vous leur posez une question qui va plus loin, par exemple, que dit la page 105 du livre de Cheikh Anta Diop, Civilisation et barbarie, ils n'en ont aucune idée. Ils ne savent pas. Donc, beaucoup prétendent être des lecteurs, mais ils ne lisent jamais. Et ce sont beaucoup plus des gens qui suivent les débats, qui suivent des vidéos de 3-5 minutes, qui suivent des conférences et qui, malheureusement, ne vont pas au-delà de ça. Pas du tout. C'est le Ok. paraître. Donc, en fait, moi, j'ai remarqué quelque chose. Presque les kémites, entre parenthèses, on va dire, les Kamta, là, tous ceux-là, ils vivent en Occident en général, ils vivent pas en Afrique. Mais Pour c'est la quel plupart. combat qui veut l'amener? En fait, le combat des Kémites, pour vous dire la vérité, puisque je m'y suis trouvé à un moment donné, ce sont des gens, en fait, à la base, le kémitisme est une thérapie. C'est une thérapie dans la mesure où quand vous prenez un kémite, très souvent, c'est quelqu'un qui n'a pas de travail, ou bien quand il a un travail, c'est un travail merdique. Ça doit être toujours quelqu'un qui a un problème dans sa vie, quelqu'un qui ne se retrouve pas, quelqu'un qui ne sait pas qui il est, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. La condition pour être kémite, c'est d'être quelqu'un d'instable dans sa vie. Et c'est comme ça. Et chez les femmes, très souvent, c'est pareil. Soit c'est quelqu'un qui a subi un VIOL, elle ne s'est jamais remise de ça. Quelqu'un qui a toujours subi un traumatisme ou bien un accouchement qui a raté. Soit elle a connu des hommes qui l'ont pas aimé, elle a des enfants. Et chaque enfant a son père. Donc, toujours de l'instabilité. La condition de Alors, l'entrée dans le communisme, c'est des problèmes. alors, la Ligue, tu es en train de Ouais, me faire comprendre que c'est la frustration et qui aboutit à ça aujourd'hui, c'est tout ça? à fait. Tout à fait. Tout à Ok. fait. Je prends mon Ok. propre exemple. Quand je suis rentré dans le kémitisme, je me souviens à l'époque, il y avait déjà des tas de questions que je me posais, ce qui a été un peu le drame. Mon père est décédé, j'ai perdu mon appartement, j'ai perdu, par exemple, je n'étais plus considéré comme quelqu'un d'assez psychologiquement stable pour conserver comment on appelle, mon permis de conduire parce que j'étais très touché. Et j'ai fait un accident à l'époque, avant voiture. Et bon, j'ai dû repartir à l'auto-école pour tout refaire. Donc, c'est un ensemble de problèmes comme ça qui, quand vous tombez sur le kémitisme, on vous dit qu'on vous aime, vous êtes un frère et tout ça, vous êtes sensible à ça, vous rentrez, c'est ce que vous reprenez conscience et vous vous rendez compte que vous êtes dans la merde. Moi, Ok, j'ai connu des ok. moments difficiles. C'était Donc pendant ce moment. c'est un esclave en fait qui est tombé amoureux de son bourreau. Tout à fait. Bon, en fait, moi je les appelle les derniers de la classe parce qu'ils n'ont pas un livre et qui viennent déblatérer avec des musulmans ou des chrétiens. Au moins, les chrétiens, ils ont quand même un livre, même si c'est falsifié, on peut discuter, mais eux, ils n'ont rien. Donc, c'est les derniers de la classe aujourd'hui. En fait, moi, hormis tout ça, est-ce que un kémite bamelinké avec un kémite baoulé ou un kémite
maliens, est-ce qu'ils adorent le même Dieu? Il y a de fortes chances qu'ils adorent le même Dieu et qu'ils soient aussi en contradiction en même temps, parce que c'est de l'instabilité intellectuelle. Donc, un Bamileke est quelqu'un qui répond à des traditions précises, il y a des divinités précises. Et un Baoulé, c'est quelqu'un qui a aussi ses particularités. Mais là, ils vont se rejoindre, c'est sur l'Égypte antique. Ils disent qu'ils ont l'ancêtre commun. Mais comment se fait-il qu'on a l'ancêtre commun, mais on diffère tant à la suite, jusqu'à ne même plus s'entendre sur certains points? Ça, c'est problématique. Au moins, chez les musulmans, prenez un Pakistanais, prenez un Ivoirien, prenez un Malien, prenez un Français, prenez un Allemand, ils vont toujours se retrouver. C'est ça le truc. Ok, ok. Bon, je pense que j'ai plus d'autres questions là. Et ce que je vais maintenant, c'est que comme Rennes va au boulot, donc on va laisser Rennes partir. Yaya, il me semble que tu as beaucoup de connaissances aussi avec les livres. Qu'est-ce que tu peux nous démontrer ensuite là? Tu peux nous présenter quelque chose? Mais ce que je peux présenter, c'est comme on était sur le cadre de l'esclavage, c'est rester toujours chez Deschalus hein, et vous présenter, n'est-ce pas, comment je vais dire, une preuve encore hein, où les Africains se vendaient entre eux. Hein, donc ils n'ont pas attendu les Occidentaux tels que les Kémites nous font comprendre. Et on voit ici que Deschalus dit que le lendemain, il a rendu visite à une factory d'esclaves. L'endroit était plus propre, mais disposé à bien des égards comme le premier. Pendant que j'étais là, 2 jeunes femmes et un garçon de 15 ans furent emmenés au marché et achetés par le Portugais. Donc, vous voyez un peu. Donc, les 2 jeunes femmes et le jeune garçon de 15 ans ont été achetés par un Portugais. Le garçon fut vendu pour une barrique de rhum. Donc, ça prouve encore que ces ancêtres-là, qui étaient traditionnalistes, en raffolaient du rhum. Et c'était le rhum que leurs semblables qui vendaient pour du rhum allaient travailler dans les plantations de canne à sucre et revenaient avec ce rhum-là pour racheter d'autres esclaves. Donc, il a vendu le jeune garçon pour une barrique de rhum de 100 litres environ, quelques-unes de cotonnade, bon nombre de perles, et les femmes furent payées un peu plus cher. Et donc, chacune d'entre elles fut estimé le prix des articles suivants et ils ont été payés immédiatement. Un fusil, un Neptune, dont un Neptune c'est un plan en cuivre, 60 mètres de cotonnade, 2 barres de fer, 2 coutelas, 2 miroirs, 2 limes, 2 assiettes, 2 verrous, un baril de poudre, quelques perles et un petit lot de tabac. Donc un Donc, petit donc, lot de donc, quand, tabac. donc, Donc, quand on entend des miroirs et de tout ça là, c'est pas une légende alors? non, 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 c'est pas une légende, c'est très vrai parce que comme je vous ai cité tout à l'heure dans l'esclavage intra-africain, donc les routes de l'esclavage, la source que je vous ai montrée, on voit très bien ici, n'est-ce pas, que les Africains se vendaient entre eux pour du sel d'ailleurs, parce que la région de Bafia, c'est une région du Cameroun. Et comme il vous a dit la Ligue, qui est d'origine camerounaise comme moi, au Cameroun, il y avait cet esclavage intra-africain et d'ailleurs c'était les Africains qui se Oh, ok, retrouvaient à la ok. côte, Oh, ok. Non, tu vas qui se... continuer, Yaya. En fait, tu Oui, vas oui, continuer, Yaya. Moi, je veux comprendre quelque chose. Euh, oui. Avant l'arrivée des colons, est-ce que les Africains se vendaient entre eux et ils vendaient aux Noirs ou pas? Mais bien sûr que les Africains se Je vais vendaient répondre à entre ça. eux. Oui, oui, Je vas-y, peux Ren. répondre à ça rapidement. Oui. Au fait, Oui, oui, ça, il vas-y. faut lire le livre l'Afrique noire précoloniale de Diop, comment il parle. Il parle de ça. Au fait, il faut savoir que en Afrique, d'abord, il y a eu des cas de vente d'esclaves. On a des cas de vente d'esclaves en Égypte d'abord, dans l'Antiquité. On avait même le prix auquel les Égyptiens vendaient justement les esclaves. Bon, ils revendaient ou achetaient les esclaves parce que il y a une égyptologue qu'on appelle Christia de Notebook, j'ai ce livre ici, et le titre c'est les Égyptiennes. Et là-bas, il explique clairement à combien était acheté un esclave quand il était une femme et une esclave quand il était un homme. Et il y avait même la possibilité de louer les esclaves. D'accord? Maintenant, quand tu prends les garamantes, vous tapez simplement les garamantes, ça vous le retrouvez dans l'histoire générale de l'Afrique, dans le tome 3. Vous voyez clairement qu'il y avait un peuple dans l'Afrique subsaharienne, c'était des Noirs d'ailleurs. On les faisait appeler les garamantes. Et eux, déjà, ils faisaient des échanges avec les Romains. Depuis moins 30 avant Jésus, ils faisaient des échanges. C'est-à-dire qu'ils rentraient en Afrique
ils faisaient des razzias et ensuite ils allaient revendre des esclaves aux Romains. Tu vois. Ça, ce sont des cas de vente avant l'arrivée des religions. Mais faut dire que c'était pas institutionnalisé, c'était pas systématique pour dire que non, c'était automatique. Non, non, non. Tu vois. Mais par contre, il y avait l'esclavage domestique. C'est-à-dire que dans les royaumes, il y avait des esclaves qui travaillaient pour le roi. Il y avait les esclaves qui travaillaient pour les familles. D'accord? Il y a l'esclave du roi, il y a l'esclave de la maison du père, il y a l'esclave de la maison de la mère. Tu comprends?